Bonsoir. Nous passons chaque année en moyenne 1h40 en ligne avec les services après-vente. Veuillez patienter quelques instants. Un conseiller va vous répondre. Numéro surtaxé, conseiller injoignable, c'est le cauchemar des consommateurs. 31 minutes 41. Pour rien, puisque de toute façon, ça va toujours tourner en rond. Nous avons infiltré les SAV de grandes enseignes d'électroménager. Vous découvrirez leurs méthodes pour nous faire payer toujours plus. Là où on fait de la rentabilité, où on fait de l'argent, c'est sur les services, c'est sur l'extension de garantie, c'est sur tout ça. SAV, si les clients savaient, c'est maintenant dans Envoyé spécial. Ce soir, vous suivrez aussi le combat de l'IS à Louane. Malgré les insultes et les agressions, le jeune homme se bat pour dénoncer l'homophobie en banlieue. Enfin, nous partirons aux États-Unis dans une communauté religieuse parmi les plus secrètes. Ces fidèles refusent de faire soigner leurs enfants au nom de la foi, même quand leur vie est en danger. Alors que l'on commande en un clic et que l'on se fait livrer en 24 heures, il y a encore une chose qui nous fait pester, les services après-vente. Votre machine à laver ne fonctionne plus, il faut modifier un billet de train ou changer un forfait de portable et là, le temps s'arrête. Une attente interminable au téléphone, des numéros surtaxés, des réparations hors de prix ou injustifiées. Les SAV nous donnent souvent l'impression que tout est fait pour que l'on dépense encore plus. Nous avons enquêté sur ces pratiques en infiltrant certaines enseignes ou en jouant les employés modèles. SAV, si les clients savaient. L'enquête est signée Pauline Giraudy, Mathieu Dubosc et Nadir Kassim avec Première Ligne Télévision. Dans le cadre de notre démarche de qualité de service, pour être mise en relation avec un de nos conseillers, cet appel peut être enregistré. Votre correspondant est actuellement... Ce sont des mélodies que l'on connaît tous. Merci de patienter. Elles riment avec panne, réclamation et surtout patience. Chaque année, nous passons en moyenne 1h40 au téléphone avec les services après-vente. À coup de numéros surtaxés ou d'extension de garantie, les marques et les enseignes ont mis en place un marché de la réparation que nous payons très cher. Ces services après-vente, souvent opaques, j'ai décidé de les pénétrer. Pendant des semaines dans les rayons, j'ai joué les clientes intéressées. Je me suis fait engager au sein d'une grande enseigne. Et j'ai découvert un milieu où le client est loin d'être roi. Quand vous entrez dans un magasin, et avant même d'acheter, on vous parle de SAV. Cette scène, vous l'avez sûrement vécue. Au moment de passer à la caisse, toujours le même refrain. C'est garanti combien? 2 ans. C'est garanti 2 ans, d'accord. Sachant qu'on peut rallonger de la garantie à 5 ans, c'est payant. Pour vous tenter, avec ces extensions de garantie, chaque vendeur a son argument. Et vous la conseillez vraiment? Après, c'est vous et votre chance. Mais si vous partez par exemple sur des marques comme ou le SAV, elle est horrible. Je l'ai pas pris pour un frigo, je l'ai regretté. C'est plus durable comme avant les appareils. Par rapport au nombre de retours qu'on peut avoir. Ah oui, vous en avez beaucoup? Sur les frigos moins, mais bon, après on est déjà mal abri, ça peut toujours arriver. Bien sûr, après c'est une tranquillité, hein, vous voyez, c'est une tranquillité pendant les 7 ans. Cette tranquillité, vous la payez jusqu'à 20% en plus du prix du produit. Selon une étude réalisée par UFC Que Choisir, 44% des clients souscrivent les extensions de garantie pour des machines à laver, 41% pour des téléviseurs. Pourquoi les enseignes ont-elles tout intérêt à nous vendre ces garanties plus longues?
Pour le savoir, j'ai répondu à une petite annonce pour me faire embaucher comme vendeuse chez Boulanger. Je me rends à l'entretien avec mon CV et une caméra cachée. Bonjour, enchanté. Venez. Je vais commencer. Ouais. Après, je vais vous laisser vous présenter. Oui. D'emblée, le responsable me met dans l'ambiance. Vous avez 3 principes. Vendre à tous, donc tout le monde. Vendre plus, vendre des accessoires. Et vendre mieux. C'est-à-dire que vous venez chercher une télé à 500 €. Mon but étant que vous repartiez avec une télé à 700 €. C'est-à-dire le produit qui va vous faire rêver. Mais mon interlocuteur ne parle pas que de la vente. Dès cet entretien, il pense déjà à l'après-vente. Notre but, c'est de faire de la vente de contrats d'extension de garantie. D'accord. Parce que la plupart de nos produits sont garantis 1 an ou 2 ans, et nous, ce qu'on propose, c'est une garantie de 5 ans. Pour reprendre notre exemple de tout à l'heure, Oui. Oui. on va faire assez simple, 1000 €, D'accord. marge à 8%. D'accord. C'est rien du tout. C'est-à-dire qu'on se fait 80 € sur 1000 €, vu la quantité qu'on vend, c'est super moche. Donc là où on fait de la rentabilité, où on fait de l'argent, c'est sur les services, c'est sur l'extension de garantie, c'est sur tout ça. Ma candidature l'a convaincu. Je suis engagée. Pour ma première journée, je vais suivre les 2 meilleurs vendeurs du magasin. Bonjour, messieurs, dames. Ah oui. Je vous ai vu ce matin, on voudrait savoir, en vous achetant le Bose Nomade, là, On a vu. voilà, Ouais. plus le Dyson V10 Animal, si on peut avoir quand même un petit peu. Un petit prix, mais un petit prix comme ça. Vous avez pas la carte. Comme le préconise le responsable, mon collègue va proposer l'extension de garantie. Vous prenez pas de garantie, les gars, sur une... Non. Bon, grand plaisir. Je vous le ramène dans le casque, comme ça, vous êtes tranquille. D'accord, bon, Ouais. c'est gentil. Je Bon, vous en bah, prie. merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, c'est normal. Merci, au revoir, messieurs, dames. Raté pour cette fois. Le client a décliné. Comme c'est pas mon rayon, j'ai pas de coup de poing. Normalement, tu te bats plus pour les vendre. Oui, en télé à mort. Pour placer ces extensions de garantie, mon autre tuteur, lui, a sa méthode. Surtout avec les clientes du 3e âge. Tu l'installes, tu t'assieds à côté d'elle, tu lui dis vous voulez boire un café, un thé, hop, tu reviens avec son thé et tu lui dis regardez je vous explique. Là je lui fais une déballe comme quoi que son produit est obligé de tomber en panne au bout des ans et qu'elle en rachète un autre. Alors que c'est pas le cas. Il faut déjà qu'il tombe en panne son produit. Bien sûr. Mais la façon dont je lui explique, c'est au final, voilà, elle va penser que ah oui c'est vrai un produit garanti 5 ans, je suis tranquille pendant 5 ans, ma parole elle te le prend. Ce serait systématique, même pour le petit électroménager. Je vais te garantir 3 ans pour 10 €. Oui. Hop. Vous voulez une facture? Comme pour cette bouilloire à 39 €. En quelques secondes, il a fait bondir la facture de 25%. On m'a pris la garantie. Sur une bouilloire, 10 €. Mais tu proposes à chaque fois? Ah bah oui, c'est le boulot. Ça rapporte pour le magasin, ça ne rapporte pour toi aussi. En fait, tous les vendeurs touchent une commission non seulement sur la vente des marchandises, mais aussi sur les garanties. Combien cela leur rapporte-t-il? Nous allons poser la question à la direction du groupe. Boulanger confirme que les salariés sont bien intéressés à la vente des fameuses extensions. Mais dès qu'on parle de chiffres, le porte-parole est nettement moins bavard. Sur une garantie à 100 € à peu près, combien touche un vendeur? Je me doute que ça vous intéresse, mais ça intéresse aussi en premier lieu nos concurrents qui, j'imagine, regarderont l'émission. Et donc, c'est un sujet qu'on ne communique pas, bien sûr. On a des vendeurs rémunérés à l'extension de garantie. Qu'est-ce qui garantit qu'il n'y ait pas de biais dans le conseil donné aux clients et qu'on ne vend pas des garanties injustifiées? Ce qui fait que le vendeur ne biaise pas la relation avec le client, c'est que l'objectif premier du vendeur, c'est bien que le client reparte avec le sourire et avec un produit et un service qui colle à son besoin. Bon, nous aussi on repart avec le sourire, même si on n'en sait pas vraiment plus. À l'autre bout de la France, un homme m'attend. Lui m'a promis quelques confidences. C'est un vendeur expérimenté d'une autre enseigne. 26 ans de rayon.
Vous ne verrez pas son visage, car il craint pour son emploi. Le métier a beaucoup changé, oui. Aujourd'hui, vendre un produit, ce n'est pas le but premier de l'enseigne. Ce qui va être important, c'est de vendre des produits comme les garanties, qui sont beaucoup plus lucratives que le fait de vendre des produits. Par vente d'extension de garantie, on touche 6,5%. Sur une vente garantie à 100 €, je vais avoir 6,50 €. Ces commissions sont plus importantes sur les garanties que sur les ventes. Sur sa fiche de paie que nous avons reproduite, tout est détaillé. Son salaire fixe est de 1 595 € brut par mois. Sur la ligne suivante, les intéressements sur les ventes. Un peu plus de 700 € ce mois-là. Enfin, une ligne spéciale dédiée aux extensions de garantie. Elle lui rapporte 254 €, 17% de son salaire tout de même. Ces garanties sont donc très intéressantes pour arrondir les fins de mois des vendeurs. Mais sont-elles indispensables pour les consommateurs ? Il y a certains types de machines à laver qui sont très fiables sur le marché, ça existe, et sur lesquels on vend quand même des extensions de garantie, alors qu'on sait très bien que le client a une chance sur 100 de s'en servir de sa garantie. Mais bon, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est totalement proscrit, il ne faut surtout pas en parler. Vos supérieurs ont peur de quoi, à votre avis ? Ils ont peur du retour de manivelle. Aujourd'hui, si demain vous avez des clients qui viennent au magasin et qui vous annoncent déjà d'entrée, venez pas me parler de garantie, venez pas me parler de ci, je veux ça. Ça va leur faire un trou dans le tiroir. Ni les constructeurs, ni les distributeurs ne communiquent sur le taux de panne de leurs appareils. Car la panne, c'est le meilleur argument du vendeur et la hantise du consommateur. Quand l'un de vos appareils ne fonctionne plus, c'est une nouvelle occasion pour les marques de gagner un peu plus d'argent dès que vous les appelez à l'aide. Merci de patienter. Sur les sites, le premier numéro qui apparaît est presque toujours surtaxé. Il vous en coûte entre 6 et 80 centimes d'euros la minute. Pourtant, depuis 2 ans, la loi oblige les professionnels à mettre à disposition de leurs clients un numéro au tarif local. Encore faut-il le trouver. Car la plupart du temps, il est dissimulé au cœur des conditions générales de vente. Votre appel a été mis en attente. Merci de patienter. Et lorsque vous arrivez enfin à les joindre, ce ne sont parfois plus les employés des marques qui vous répondent directement. Ces dernières années, certaines enseignes ont rentabilisé leur SAV en les confiant à des sociétés indépendantes et en les délocalisant. C'est ici, au Maroc, à Casablanca, que Laurent Falconieri a implanté son plus grand centre d'appel. Bonjour, ça va bien ? Il s'occupe de gérer le service après-vente d'une quarantaine de grandes marques. Compagnie du SAV Rama, bonjour. Pour que son affaire soit rentable, il ne doit pas déplacer un technicien inutilement. Le mieux est de résoudre le problème du client par téléphone. Je vous remercie pour votre collaboration et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Ce qu'on essaie, c'est de privilégier le questionnement au moment de l'appel pour résoudre, si on le peut, l'intervention par téléphone. Et pour nous, c'est une chaîne de coûts évitée dans ce cas-là. Compagnie du SAV Rama, bonjour. Rama est la dernière arrivée dans l'équipe. Il y a encore 9 mois, elle travaillait dans les assurances. Vous vous y connaissiez en électroménager avant ? Non. Avant ? Non, pas du tout, sincèrement. Non. Pour traiter le plus grand nombre d'appels, les conversations que vous pensez naturelles sont entièrement préécrites. La conseillère n'a plus qu'à se laisser guider. Puis-je avoir, si vous permettez, votre numéro de portable sur lequel vous êtes joignable ? Très bien, c'est noté, je vous remercie. D'accord, donc si je comprends bien, votre lave-linge, il est Sarmel, vous n'arrivez pas à Essory. Est-ce que vous avez déjà vérifié en fait les filtres, la pop de vidange ? Si jamais il y a un produit ou en fait une pièce de monnaie ou quelque chose qui bloque. Plus Rama résout de cas rapidement,
plus son salaire augmente. Ce qu'on va faire, donc je vais Elle gagne renseigner environ vos 500 € net par mois pour 44 heures de travail par semaine. dossiers en l'envoyant Les au marques technicien. versent à Laurent Falconieri un forfait de 25 € par appel et 100 € s'il doit déplacer l'un de ses techniciens en France, ce qui lui coûte plus cher. Alors, il a tout intérêt à résoudre par téléphone depuis le Maroc. Je vous remercie. Alors là, c'est bon, j'arrive à voir bien sûr votre lave-linge. Donc là, s'il vous plaît, juste si vous pouvez stabiliser juste votre téléphone. Pour déplacer le moins de techniciens possible, la société teste une nouvelle idée. Il est vide. Transformer le client en réparateur grâce à la caméra de son smartphone. Alors en fait, essayez, très bien, je vous remercie. Alors essayez s'il vous plaît de dévisser un peu en ouvrant le petit bouchon là, pour qu'on puisse vérifier ensemble la trappe de pompe de vidange. Dans ce service client, c'est donc le client finalement qui rend service. Merci à vous, au revoir. En France, j'ai découvert que certaines marques faisaient même de leurs usagers des conseillers. Disponibles de jour comme de nuit. Stéphane est musicien et un passionné de train. À première vue, c'est un voyageur comme vous et moi. Mais quand le service client du site Oui SNCF est fermé, c'est lui qui répond par chat aux demandes. Un ordinateur, une connexion Internet, c'est tout ce qu'il lui faut. On va lui dire bonjour, bonjour monsieur, mon nom est Stéphane, je parle anglais, allemand et français. Eh bien c'est parti pour l'anglais. Faire du voyageur un conseiller. Cela permet à Oui SNCF d'étendre à moindre coût les horaires de son SAV. Alors en semaine, donc la marque a délimité un créneau horaire qui est de 19h le soir à 9h du matin le lendemain. Donc si vous avez des insomnies, vous pouvez y passer toute la nuit, ce qui est rarement mon cas, je vais vous le dire. Et le week-end, c'est illimité. On est complètement libre, donc si on n'a pas le temps d'en faire, si on a d'autres activités professionnelles, puisque c'est pas notre travail, c'est pas notre job premier, c'est vraiment une liberté. On travaille quand on en a envie pour ça, c'est vraiment, on aide le client. D'ailleurs, en voilà un autre qui me demande voilà, la différence entre deux trains. Après une courte formation, Stéphane a été autorisé à traiter tout type de demandes. Du conseil sur les horaires jusqu'aux problèmes d'après-vente comme les annulations. Seule restriction, il n'a pas accès aux données confidentielles des clients. Mais il peut tout de même visualiser leur écran en direct. Donc, monsieur ou madame souhaite réserver de Neuchâtel à Paris le 14 février prochain, en 2019. Il a encodé la carte senior, donc j'imagine que c'est quelqu'un qui a plus de 60 ans. De son côté, le client ne soupçonne pas que Stéphane soit un simple voyageur comme lui. Sur l'écran, il est présenté comme un conseiller, avec juste cet avertissement. Les conseils que vous recevez sont donnés par des membres de la communauté et n'engagent pas Oui SNCF. Un conseiller de l'ombre qui touche une commission, quelle que soit la durée de la conversation. Et généralement une rémunération de 2,40 € par conversation. On peut arriver à 300, 350 € par mois en moyenne, voilà, en moyenne. Si demain la marque dit « ça ne nous convient plus, on arrête, on réduit le nombre », nous, on n'a rien à dire, on est juste là pour faire de notre mieux par rapport à ce qu'on a à faire. Mais c'est la marque qui a toutes les cartes en main. Oui SNCF, que nous avons contacté, est très content de ce nouveau service et compte déjà 10 voyageurs comme Stéphane pour aider les clients en ligne. Mais les services après-vente ont parfois bien du mal à s'adapter aux nouvelles façons de consommer. Les achats sur Internet ont explosé ces dernières années et les problèmes de SAV aussi. Notamment depuis l'apparition des marketplaces, en français, les places de marché. Sur leur site, les grandes enseignes n'affichent plus seulement leurs propres produits. Elles permettent maintenant à des vendeurs du monde entier de proposer aussi les leurs. Comme ici, chez Darty.com. Pour ce téléviseur, par exemple, vous avez le choix entre 9 sociétés différentes. Il y a Darty, bien sûr, mais aussi C-Promo, ou encore Zoom ici. Cette marketplace,
C'est une exposition inespérée pour ces fournisseurs indépendants et l'occasion pour les grandes enseignes d'élargir leur offre. A priori, tout le monde est gagnant, sauf peut-être le consommateur qui ne sait plus à qui il achète. Et bienvenue chez Darty. Veuillez patienter quelques instants, un conseiller va vous répondre. À Montpellier, Marine est l'une des victimes de ces marketplaces. Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai un souci avec un appareil photo que j'ai acheté sur... 9 mois qu'elle attend une solution à son problème. Et en fait, donc ça fait plusieurs procédures que je lance. Voilà, je fais la procédure qui s'impose dans ces cas-là, madame. Ben, je vous remercie en tout cas. Au revoir. Bienvenue à l'enquête de satisfaction Darty. Selon vous, Mais bien sûr. le conseiller a-t-il fait le maximum pour vous apporter? Donc 31 minutes 41. Pourquoi? Pour rien, puisque de toute façon ça va toujours tourner en rond. C'est toujours comme ça que ça finit en fait. Pour ses vacances, Marine achète cet appareil photo sur le site de Darty. Mais rapidement, il tombe en panne. Quand j'ai voulu le renvoyer en SAV, j'ai appelé Darty pour leur demander la procédure à suivre. Et ils m'ont dit « Ah non, mais c'est pas à nous de le prendre en charge, c'est au revendeur. » Et là j'ai dit « Mais quel revendeur ?»« Ah ben vous avez acheté chez DJI, donc contactez-les. » Marine renvoie donc par la poste son appareil à DJI, à Hong Kong. Après des semaines d'attente, elle reçoit ce mail, rédigé dans un français approximatif. S'il vous plaît, fournir votre compte email PayPal à nous dès que possible. Surtout, on lui réclame 222 €, alors que son appareil est toujours sous garantie. L'envoi est accompagné de cette curieuse photo, un rapport d'expertise dont certains passages ont été rendus illisibles. Marine doute du sérieux du fournisseur, notamment à cause du nom du technicien, un certain Jackie Chan. La jeune femme ne sait plus vers qui se tourner. Je l'accompagne donc chez son seul interlocuteur en France, Darty. Bonsoir. Il lui faut raconter toute l'histoire pour la énième fois. Donc on a monsieur Jackie Chan. Je me permets. Ouais. Vous avez déjà vu ça? Ah merde. C'est pas réponse Jackie Chan. Mais on rigole, mais c'est... Non mais moi... Ça vous fait rire? Ah, Jackie Chan quand même. J'aime bien, en plus il fait des cascades et tout. Mais ça vous inspire quoi? Ça vous inspire une belle banane, mais... Mais elle a acheté sur le site de Darty. Ah, c'est Marketplace, ouais, c'est... Vous achetez sur le Marketplace, vous? Moi, je suis à Darty depuis 2008. C'était mieux avant, on dit souvent ça, mais c'était mieux avant parce qu'on n'avait pas tous ces revendeurs-là. Et depuis que vous avez les revendeurs, c'est un problème en termes d'image et en termes de... Pour moi, c'est un problème en termes d'image. De commencer à faire du service et des choses comme ça qui n'assurent pas un service après-vente. Nous, la base du truc, c'est le service. Mais après, c'est la croix et la bannière pour le client. Et pour nous, si on essaie de faire quelque chose pour le client, on nous dit qu'on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est pas acheté chez Darty, c'est pas un produit Darty. Vous pensez que là, avec un SAV à Hong Kong, elle a une chance de revoir son appareil? Je ne me prononce pas. Je suis très optimiste pour tenter de faire ça, mais là, je ne me prononce pas. Malgré les problèmes de SAV, Darty tient à ses marketplaces car il lui rapporte. Les vendeurs indépendants versent un forfait mensuel de 40 € pour apparaître sur le site et une commission comprise entre 6 et 15% de leur vente. Merci monsieur. Je vous rappelle demain. Merci. Si je pense par mail, c'est moi qui vous rappelle. Ok. Contacté sur ces problèmes de SAV, le groupe Fnac Darty nous répond par écrit. Dans le cadre d'une relation commerciale entre le vendeur et l'acheteur sur la marketplace Darty, le service après-vente est assuré par le vendeur lui-même. Darty peut intervenir si l'une ou l'autre des parties la sollicite afin d'aider à la résolution du litige. Le groupe n'est donc pas responsable des achats effectués sur cette plateforme. Un mois plus tard, Marine nous a envoyé une petite vidéo. Grâce à l'intervention de Darty,
elle a finalement reçu sans rien payer son appareil photo réparé. Mais le technicien Jackie Chan a oublié quelque chose. Il n'y a pas de batterie. Le réparateur, c'est le cœur du SAV. Et sur les forums, l'une des principales cibles de mécontentement. Le réparateur de la machine à laver qui se pointe et reste 5 minutes pour me dire que la réparation coûtera 200 € et facture 44 € l'intervention. En train de batailler avec la sécheuse et le frigo, et le réparateur qui facture 120 pièces. Tu achètes un frigo 600 balles, 3 ans après il tombe en rade. Le réparateur te prend 75 € pour te dire que la pièce à changer coûte 600 €. Sérieux ? Certains techniciens auraient la réputation de pousser au rachat plutôt qu'à la réparation. Je vais leur faire le coup de la panne. Sur mon sèche-linge, je provoque volontairement un problème en débranchant cette cosse. Sans elle, impossible de le mettre en route. Nous équipons l'appartement de caméras avant d'enchaîner 3 rendez-vous. Mon appareil n'étant plus sous garantie, je peux faire appel à n'importe quel réparateur. Bonjour monsieur. Le premier technicien à intervenir travaille pour l'enseigne chez qui j'ai acheté ma machine. Je sais pas ce qui s'est passé d'un coup, elle marchait. Elle tournait à ce moment-là? Non. À un moment, j'ai voulu la mettre en route. Ouais. Après, j'ai fait un séchage et tout, on a voulu la mettre en route et ça n'a pas marché. Vous voyez beaucoup de gens? C'est 9 clients par jour. 9 clients par jour? Ouais. Au premier coup d'œil, Oh? Non. C'est pas que c'est ça. le réparateur trouve l'origine de la panne. C'est ça, c'est cool. Le déplacement m'a coûté 99 € pour 20 minutes. Bon, merci monsieur. Au revoir. Ma panne élémentaire ne trompera pas non plus le deuxième. Et cette fois, ça me coûtera 30 € de moins. Bonne journée. Merci. Au revoir. À la prochaine. Et c'est juste là à droite. Le dernier technicien de la journée est un sous-traitant d'une grande chaîne d'hypermarchés. Bizarrement, il passe à côté de notre panne, pourtant évidente, et démonte entièrement le sèche-linge. Vous cherchez quoi là? C'est le courant arrivé avec la carte électronique. Ah. Il y a un truc bizarre. A priori, c'est la carte électronique. Ah, ça veut dire quoi ça? Il faut changer la carte? Ouais. À l'origine, ma machine m'a coûté 350 €. Et c'est cher ça? La carte elle coûte 138 €. Sauf qu'elle est livrée vierge, mais après il faut la carte pour la programmer. Donc ça fait 199 avec la main d'œuvre. 199 €? Plus en plus le déplacement d'aujourd'hui. Comptez le déplacement d'aujourd'hui, donc ça fait 250. Moi je trouve que ça vaut pas le coup. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Acheter d'autres machines. C'est ce que vous conseillez? Alors moi je dis que quand ça dépasse la moitié du prix, il vaut mieux changer. Changer de machine, mais pas n'importe où. Il veut nous attirer dans son magasin. Vous pouvez dire qu'il y a un technicien qui est venu chez vous, que la machine elle coûte trop cher à réparer par rapport au prix. Vous pourriez changer de machine et vous voulez savoir est-ce que vous voulez bien déduire les 55 € du déplacement. Bon bah merci beaucoup monsieur. Bonne journée. Son devis est de 250 €, le tout pour une panne simulée. Selon lui, cette pièce, la carte électronique, serait défectueuse. Mais quand nous rebranchons la cosse, cette fois, le sèche-linge ne démarre vraiment plus. Pour comprendre, je n'ai qu'un recours, mettre dans la confidence un autre réparateur. Et nous allons vous expliquer les 3 principales raisons qui font qu'une machine ne démarre pas. Sur sa chaîne YouTube, Didier encourage les clients à réparer par eux-mêmes leurs appareils. Ce spécialiste, qui lutte contre le gaspillage, va ausculter ma machine.
Alors, on va démonter le côté. Voilà. La priorité, c'est de regarder ici si j'ai bien mes 230 volts. Déjà de regarder si le connecteur est bien en place. Apparemment, il a l'air. Ben non, il n'a pas l'air puisqu'il sort tout seul. Et on a vraiment l'impression que là, ça a été fait... on a écarté l'écosse. D'ailleurs, il y a un petit bout de plastique qui est cassé, là. Donc, on a écarté l'écosse pour plus qu'elle fasse contact. Là, donc, ça veut dire que cette panne n'aurait rien à voir avec la carte mère? Non. Non, c'est uniquement le connecteur qui a été forcé. Mais le fait de changer la carte sans toucher au connecteur, ça ne changera rien non plus, ça ne remarchera pas. Selon Didier, le dernier technicien aurait délibérément endommagé le circuit électrique de mon appareil. Son but, me pousser à racheter un nouveau sèche-linge. Donc là maintenant ce qu'on va faire, on va redresser la machine, on va mettre la prise de courant, on va regarder si elle démarre. Et je pars sur départ. Il bip, il est parti et on voit le tambour qui tourne. Certaines pannes seraient en fait réparables. Mais comment faire valoir ses droits face à un réparateur peu scrupuleux ou un SAV qui fait la sourde oreille? Dans le cadre de notre démarche de qualité de service, Le dernier recours, c'est le tribunal. C'est un jour que Thibaut Périnet attend depuis presque 2 ans. Peut-être l'épilogue de son conflit avec une compagnie aérienne. C'était un voyage de rêve au Vietnam. Mais pendant son périple, l'un de ses vols est décalé à la dernière minute. Livré à lui-même à l'autre bout du monde, il harcèle alors le service client de l'agence en France. Résultat, une facture de téléphone à 320 €. À son retour, Thibaut réclame le remboursement de tous ses frais, à l'agence de voyage en France et à la compagnie aérienne. Des courriers restés sans réponse. Il les assigne donc au tribunal et en fait une question de principe. Avant l'audience, Thibaut retrouve les bénévoles de l'association qui l'ont aidé pour son dossier. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, vous? Très bien, toi aussi? Ça va bien? Ça va. Voilà. Bonjour. Donc c'est le dossier de complet pour remettre au président du tribunal. Aujourd'hui, ce sera pour moi un soulagement. Dans le sens où c'est une procédure qui a quand même duré quasi 2 ans et qu'on en arrive au bout, mais j'avoue que ça commence vraiment à être long parce que c'est des jours de congé à poser, c'est des billets de train à payer. Pour limiter les coûts, Thibaut n'a pas d'avocat. C'est lui qui va plaider. Ceux qui sont venus sans avocat passeront en dernier et donc ils s'arment de patience. Il réclame à la compagnie aérienne 1 500 € pour le dédommager des frais de procédure. L'avocat de la partie adverse ne veut pas apparaître. Quelques minutes avant de plaider, il demande à voir Thibaut en aparté. Il veut lui proposer une transaction. Vous me dites que votre confrère de Paris vous a appelé pour dire... Pour un titre commercial. 800 €. Autour de 800 €. Ouais. Moi, par contre, ce que je trouve déplorable, c'est que moi, personnellement, qu'il y ait de la télé ou pas, je m'en fiche, je compte aller jusqu'au bout. Donc concrètement, vous me dites quoi là? Moi, je ne prends pas les 800 €, je vais à la barre. Non, vous n'êtes pas d'accord? Non. Vous n'êtes pas d'accord? Non. Faudra que vous voulez. D'accord. Et 1 000 € non plus? Je vais à la barre. Non, mais d'accord. Comme vous voulez. Donc nous pouvons passer à l'affaire de M. Périnet et Vietnam Airlines. Donc pour être complet, M. Périnet, qu'il n'y ait pas de malentendu, vous avez pris l'avion avec Vietnam Airlines et donc aujourd'hui, vous limitez votre demande contre la compagnie aérienne à qui vous demandez 1 500 € de l'article vis-à-vis de l'article 700 du code de donc ça c'est pour vos frais de déplacement, vos frais d'écriture, peut-être l'adhésion à l'association de consommateurs qui vous aide. Surtout pas de mauvaise publicité. L'avocat de la compagnie propose un nouvel arrangement. Vietnam Airlines, qui est soucieuse donc, de son image de marque et qui est soucieuse donc, de préserver de bonnes relations avec les passagers, on propose à monsieur donc, Périnet la somme de 1 500 € qu'il réclame à votre juridiction. Maintenant que vous me proposez 1 500 €, j'accepte, mais ce n'était pas la somme proposée avant, mais maintenant je suis en accord. Vous voulez que nous fassions un procès verbal de conciliation? Tout à fait. Vous pouvez préciser
titre commercial et sans que cela vaille en connaissance de responsabilité. Nous le dirons à la fin. Ouais. L'audience est terminée. Bon retour. Si l'avocat a pris cette dernière précaution, c'est pour que ce genre de réclamation reste exceptionnel. Dans la plupart des dossiers, les clients en litige avec les services après-vente se lassent et abandonnent avant d'en arriver au tribunal. En 2018, le nombre de plaintes pour agression homophobe a bondi de 15%. Pour ces couples, se tenir par la main ou s'embrasser dans la rue, c'est prendre un risque. Dans certains quartiers de banlieue, la vie quotidienne peut vite tourner au cauchemar avec son lot d'insultes et de violences. Alors dans ces cités, les homos se cachent pour ne pas être pris pour cible. L'IS Alouane, lui, a décidé de ne plus se taire. Il assume sa vie, distribue des tracts et organise des manifestations. Il est devenu un lanceur d'alerte et parfois, dans son quartier de Gennevilliers, il le paie très cher. Homo en banlieue, le combat de l'IS, c'est un reportage de Paul Gasny et Dominique Lemarchand avec Bangoumi. Des bars, des dalles, des rues tranquilles et d'autres moins. L'IS Alouane s'est toujours senti chez lui à Gennevilliers. Dans le quartier populaire où il a grandi, tout le monde se connaît. Ça, en fait, c'est le trajet que je fais, enfin, dans le sens inverse, pour rentrer chez moi. Il y a 2 ans, ce jeune homme a révélé sur Facebook son homosexualité. Et soudain, les regards ont changé. Ceux des membres de sa famille, avec qui il vit encore, et ceux des jeunes de son quartier qui fréquentent cette petite place. La traversée est devenue une épreuve. La fameuse place du docteur Roux. Et en général, ils se mettent ici, quoi, sur ces bancs. Et moi, quand je passe ici, c'est les injures. Sale pédé, tapette, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu passes par là, salope? Voilà. Voilà, je fais ça comme trajet pour rentrer chez moi et j'ai pas le droit. C'est leur territoire, entre guillemets. Je me fais agresser minimum 3 à 4 fois par semaine. Il y a le meneur. Quand il y a des nouveaux qui viennent, lui, il leur explique tout. Hein. C'est lui le gay. Et là, ça commence, quoi. Les injures homophobes, jets de bouteilles de bière, crachats sur la figure. Je suis constamment en mode vigilance. Donc je suis plus surpris maintenant, hein. J'ai l'habitude. Désormais, l'IS garde son téléphone en main quand il marche dans la rue, pour être prêt à filmer discrètement, en cas de harcèlement. Il a tourné ses vidéos dans son quartier. Voici à quoi ressemble son quotidien. Et pourquoi tu me dis ça? Et t'as pas honte d'être gay? Non, j'ai pas honte. Ici, un jeune en basket verte marche à côté de lui. On entend le bruit d'un crachat. Dans les rues de Gennevilliers, même les enfants s'en prennent à l'IS. Marche comme un homme, putain de merde. Non, marche comme un homme. Un mec qui a des couilles, pas un mec qui suce des couilles. Il le menace avec un pistolet factice. Pour toutes ces agressions, l'IS a porté plainte au commissariat de Gennevilliers. C'est ce qu'il s'apprête à refaire ce soir après avoir reçu de nouvelles injures. Ça va? Pour que sa parole ait plus de poids, il est accompagné par Terence Kachadourian, responsable de l'association Stop Homophobie. Je me suis assis sur le banc et là ils sont venus. Donc il y en a un, le premier il m'a attrapé. Voilà, on a entendu sale gay. Voilà, sale gay. Vous les connaissez ces jeunes? Moi non, mais après avec le bouche à oreille, sûrement eux ils me connaissent. Et là je sais pas si vous avez remarqué, on est devant la mairie et à 10 mètres du commissariat. L'injure homophobe, un délit puni de 6 mois d'emprisonnement et de 22 500 € d'amende. En 2 ans, l'IS a déposé 16 plaintes. La moitié ont été classées sans suite par le parquet. La procureure de Nanterre n'a pas répondu à nos demandes d'interview. Alors que l'IS entre dans le commissariat, le micro-cravate que nous avions accroché sous son blouson enregistre toujours. Depuis l'extérieur, nous captons sa conversation avec le policier. Bonsoir, c'était pour déposer une plainte. Il y est bien accueilli, mais l'agent lui laisse peu d'espoir. Il doit prendre.
problème, c'est que le parquet, je ne sais pas quelles suites vont être données pour ce genre de choses. C'est très léger. Mais la plupart des plaintes que tu avais déposées pour un homophobe et pour quelque chose, c'était classé sans suite. Nous, je vais être honnête avec vous, j'ai vu des trucs partir sans suite. Des vols avec une hauteur, matériel, machin, partiront sans suite. Au revoir. L'IS n'accepte plus que l'homophobie dont il est victime ne fasse pas l'objet de poursuites. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi l'itinéraire de ce jeune demandeur d'emploi, devenu lanceur d'alerte. Aujourd'hui, il est l'une des seules voix à s'élever contre la violence subie par des femmes et des hommes, dans les quartiers où l'homosexualité n'a pas droit de cité. Pourquoi les banlieues populaires sont-elles pointées par des gays et des lesbiennes comme des territoires hostiles? La nuit tombée, nous retournons sans l'IS sur la place où il se fait souvent insulter. Nous allons à la rencontre d'un groupe de jeunes garçons. Nous filmons en caméra cachée. Bonsoir. Excusez-moi, vous êtes fait dans le quartier? Vous connaissez un mec qui s'appelle l'IS Radwan? C'est qui l'IS? C'est le guêpe là. Ah. Depuis qu'il a fait son coming out et que tout le monde sait qu'il est gay, il a mauvaise réputation dans le quartier. Ah ouais, c'est un mec qui se débite. Lui, son histoire, c'est voilà, je suis gay, dans mon quartier, il y a plein d'homophobes. Ouais, c'est pas vrai. Provoque, c'est comme la police. Quand la police mais provoque, c'est-à-dire il passe à côté de nous, limite tu le dis. Mais quand il dit que c'est difficile d'être gay en banlieue, il a raison. Ouais, c'est difficile. C'est mal vu en banlieue. Ah, un gay, c'est toujours mal vu. On va pas vous mentir. Ceux qui sont maghrébins et qui sont homosexuels, c'est mal vu. Pourquoi c'est pas logique pour nous? Des codes culturels nourris en partie, d'après ces jeunes, par la religion. Dans ce climat souvent machiste, certains couples homosexuels ont su s'adapter. À Colombes, une commune limitrophe de Gennevilliers, Fanny, étudiante de 24 ans, vit avec Magdalena, une apprentie coiffeuse de 22 ans. Viens, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, mon lapin? Lui, il s'en fout qu'on soit lesbienne. Je pense pas qu'il s'en fout. Il aime bien. Oui, il aime bien. Les deux jeunes femmes ont emménagé ensemble il y a 3 mois. Dans leur cocon, elles mènent une vie de couple ordinaire. Là, tu es du sucre ou pas au final? J'ai mis. Dans le tien? J'ai mis dans les deux. Ok. Tiens. Je t'en prie, mon chat. Mais quand elles sortent, elles réfléchissent au moindre geste. Merci, mon amour. Pourquoi t'aimes pas quand je fais ça? Quand tu m'embrasses la main comme ça en public, je sais pas, je trouve ça bizarre. En vrai, je trouve ça grave bizarre. C'est moins bizarre que me mettre la main au cul. Bah oui. Se tenir la main, une marque de tendresse banale pour les couples hétérosexuels, mais pas pour elles. Là, nous sommes dans le centre-ville de Colombes, donc un endroit plutôt tranquille, où il n'y a pas trop de soucis, voilà, où on est bien. Après, on va se rapprocher d'Anières, ça sera moins tranquille. Au bout de la rue piétonne, le pont du RER. Oh, j'ai trop hâte de manger. Dès qu'elles le franchissent, Lâche-moi la main. elles ne se touchent plus. Elles se méfient des quartiers moins passants. Enfin, c'est ça la limite, quoi. Barrière. Ouais, voilà, barrière. C'est des endroits, c'est clair. Je m'y affiche pas, je cherche pas la merde et ça va très bien. Vaut mieux éviter plutôt que chercher la merde. Ouais. Voilà. Elles vont nous montrer sur le plan de la ville les quartiers où elles évitent de se tenir la main, Tu sais quoi, je savais même pas qu'il y avait un plan ici, genre. comme une géographie de leur intimité. Tout ce qui est en vert, c'est bien délimité le truc. Tout ce qui est en rouge, c'est à éviter. Tout ce qui est en vert, c'est ça passe. Après, tout ça, faut éviter. Là, faut éviter. Ici, là, le violet. Clairement, là, faut éviter à fond. Comment vous adaptez votre comportement? En fonction de quel genre de groupe de personnes il va y avoir, que ce soit des enfants ou que ce soit des grands-parents ou que ce soit les petites racouilles, ça dépend. En vrai, ça dépend. On sent.
Il n'y a pas de... Ouais, voilà, c'est ça, elle va me lâcher la main, c'est juste du regard. C'est de la gêne. En fait, à partir du moment où gêne quelqu'un, où on voit qu'on le dégoûte... On peut pas forcer les gens à nous accepter. Pour Fanny et Magdalena, renoncer à des gestes d'affection est le prix à payer pour vivre en sécurité. Et ce qui est valable dans leur ville l'est aussi dans le métro. Cette ligne traverse la banlieue nord-est de Paris. C'est pas une ligne où je peux m'afficher. Ça se voit aux stations, de toute façon. On voit très bien les terminus de la ligne. Enfin, on est tous d'accord. Voilà, Mairie de Clichy, c'est pas les meilleurs quartiers. Donc bon, on se fait discret et on se fait pas emmerder. La discrétion protège-t-elle des harceleurs ? Dans les cités les plus sensibles, certains homosexuels vivent complètement cachés pour ne pas se mettre en danger. Dans les Yvelines, nous rencontrons Kamel, 20 ans. C'est un ami de l'IS, le jeune homme de Gennevilliers. Lui souhaite rester anonyme. J'ai toujours essayé de cacher mon homosexualité parce que c'est compliqué de vivre comme ça dans une cité. Témoigner à visage ouvert, c'est assez courageux. Moi, je ne le ferai pas. J'ai peur des représailles, je crains pour ma sécurité. C'est quoi la particularité de la banlieue par rapport aux villes pour les gays? Je dirais qu'il y en a partout de l'homophobie. Mais je pense qu'en banlieue, elle est beaucoup plus assumée. On a moins peur de ce qu'il peut y avoir derrière. Quand on entend sale pédé, etc., il n'y a pas une police qui va arriver, qui va dire voilà, vous avez une amende. Donc du coup, les personnes, elles sont un petit peu plus en confiance. Et si elles sont en groupe, c'est encore mieux. Elles peuvent aller jusqu'au main. Un sentiment d'impunité qui alimenterait la violence, selon Kamel. Il en a fait l'expérience il y a 2 ans, après avoir rencontré un homme sur Internet. J'étais sur une application de rencontre, puis je suis tombé sur une personne qui me plaisait plutôt bien physiquement. Un jour, on s'est donné rendez-vous. J'étais dans une ville du 9-3, donc à Villiers-le-Bel. Et finalement, en allant au rendez-vous, je suis pas tombé sur une personne, mais je suis tombé sur 3 mecs. J'ai bien compris que je m'étais fait avoir, que c'était un guet-apens, clairement. On avait utilisé des fausses photos pour que je puisse venir, qui se sont mis autour de moi de manière très menaçante. Et puis après, ils m'ont tapé des coups de poing, ils m'ont traîné par terre, des coups de pied, avec des injures homophobes, donc sale gay, sale pédé. Et ils m'ont dit de ne pas les regarder parce que j'étais une honte. En fait, c'était tellement un moment horrible que j'ai envie de l'oublier, en fait, clairement. Traumatisé, il a supprimé ses comptes et n'ose plus rencontrer personne. Il n'a jamais déposé plainte, car il ne veut pas parler de son homosexualité. Il ne s'en est jamais ouvert à sa famille. Ces pièges tendus aux homosexuels sur Internet ne sont pas rares. Sur les réseaux sociaux, certains en font même leur spécialité. Comme cet internaute du Val-de-Marne qui se filme avec son téléphone. Vas-y, invitez vos abonnés là. Vas-y, arrêtez de dormir. Invitez vos abonnés, mettez des cœurs. Avec ses 3 complices, il prépare un traquenard contre un homosexuel. Ça va vous montrer l'équipe. La cité là. Il est connecté à Periscope, une application de partage de vidéos où il est suivi en direct par des dizaines de milliers de personnes. Cette vidéo date de septembre dernier. Allô ? Pour amuser ses abonnés, il se fait passer pour un homosexuel. Il donne rendez-vous à un homme rencontré sur un site. Bah ouais, c'est moi qui viens de te parler sur Internet là. Bah écoute, je suis disponible. Tu peux être là dans combien de temps? Je sais pas, 15 minutes, c'est pas long. Ok, ça marche. Bah écoute, je t'attends. À tout de suite. Eh les gars, il faut le péter, il arrive. Il arrive. Ils partent ensemble vers le lieu de rendez-vous. Ça va être ma mère. On va juste niquer un mec. Ça va, on va juste frapper. Mais attends, mais t'es où? Je suis devant. T'es au combien? L'homme attend dans cette voiture, mais quand il les voit arriver à plusieurs, il s'échappe. Arrête-moi, tu flippes, hein? Pourquoi tu fais pas demi-tour? Le piège n'a pas fonctionné. Cet internaute a l'habitude de cibler des homosexuels. Et parfois, sans bouger de chez lui, il envoie directement ses abonnés au point de rendez-vous. Sur cette vidéo, la victime est filmée et humiliée en direct.
Non, ça va. On fait une sextape. On fait une sextape, tu me suces dans la rue là. Sale PD, moi, je t'appelle. Oh, il est plein fort, mon frère, t'es filmé, t'es en direct. Sale PD, moi. Sur l'application Periscope, ces vidéos sont éphémères et ne restent en ligne que 24 heures. Mais à Paris, un homme les surveille de près et les enregistre avant qu'elles ne disparaissent. Terence Katchadourian, le secrétaire général de Stop Homophobie. Ouais, là il affiche la plaque d'immatriculation. Je vous dis, il affiche les coordonnées, les informations de la personne, qu'il vit en couple, etc. Bon là, heureusement, cette personne-là s'en sort quand même indirectement, bon, à mon avis, traumatisée, mais physiquement quand même, bon, il a échappé au coup. Mais il y en a d'autres qui ont eu les coups. L'association a dénoncé ce harceleur au parquet. L'homophobie se déchaîne souvent sur Internet. Sur YouTube, ça en dégorge aussi, hein. C'est à profusion. Dans sa ligne de mire, Bassem Braiki, un youtubeur installé en banlieue lyonnaise. Ses vidéos sont regardées en moyenne par 50 000 personnes. Les homosexuels, il faut vous soigner, faut qu'on vous soigne. Et moi j'ai la solution pour qu'on vous soigne. Tu prends un efferalgan, tu le mélanges avec du cyanure, et puis ça va vous soigner. Je pense que c'est ça. Faut éradiquer ce phénomène, la tête de ma mère, trop c'est trop. Trop c'est trop. Stop Homophobie a déposé plainte pour incitation à la haine. Après le tollé suscité par ses propos extrêmes, Bassem Braiki a publié une nouvelle vidéo dans laquelle il lit un texte d'excuses. Avec mon compte. Je n'ai jamais voulu inciter quiconque à faire quoi que ce soit contre la communauté gay. Et d'ailleurs, je n'ai jamais demandé une telle chose. J'ai voulu faire un trait d'humour noir, certes, je l'avoue, mais je trouve paradoxal... En décembre, le youtubeur a reçu un rappel à la loi. Dans un cadre non... Ces t-shirts au slogan provoquant, c'est Stop Homophobie qui les imprime. Depuis quelques mois, l'association compte un nouveau membre, l'IS, de Gennevilliers. Il a franchi le cap, il est militant. Oui, voilà, c'est bien. J'aime beaucoup, ouais. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Avec Terence, il organise un rassemblement contre l'homophobie. Et ça commence dans quelques minutes. On est en retard, on est en route, nous, là. Sur le périphérique. Le choix du lieu est hautement symbolique. Là, on est à Gennevilliers. On est juste à côté de la mairie, 100 mètres de la mairie. Le samedi, sur le parvis, c'est jour de mariage. Là, à droite. À droite du parvis, tu vois pas le parvis, là, à droite? C'est la première fois qu'un tel rassemblement se tient en banlieue. La communauté LGBT y est généralement peu visible. Pas de commerce, pas de bar gay. Une vingtaine de personnes a répondu à l'appel de l'IS. Leur voix portera-t-elle dans les clameurs? En fait, il y aura des mariages toute la journée sur l'autre moitié du parvis, en fait. Ah yes, comment ça va? Parmi les participants, des amis, des militants associatifs et des élus de tous bords, des communistes aux républicains. Excusez-moi, quelqu'un veut porter petite fiotte? Non? Ok, merci. Madame PD? Ah, vous préférez ça le PD? Je l'ai aussi. Hein. Pour la première fois de sa vie, l'IS prononce un discours. Nous sommes libres de marcher partout. Et ce n'est pas facile. Car même une injure homophobe, même une petite injure homophobe, comme PD, elle doit être condamnée. PD, c'est grave. Le maire, Patrice Leclerc, soutient son administré, avec un bémol. Je pense qu'il faut se battre partout dans toutes les villes, grandes, petites, couches moyennes, couches supérieures, couches populaires. Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on stigmatise la banlieue sur cette question-là. Parce que je ne suis pas persuadé, vous l'avez bien vu, il y a un mariage, on a des banderoles LGBT et il n'y a pas de, même pas de golipé, enfin il n'y a pas d'agression qui a lieu à ce moment-là. En fin d'après-midi, l'IS est satisfait d'avoir fait passer son message. C'est une très grande étape, on a fait un très très grand pas. Même si ce qu'on a fait, si ça aurait été à Paris, ça là, ça aurait été bénin.
Mais ici, c'est un grand pas. Depuis quelques jours, l'IS médiatise son combat. Sa parole sans filtre est dans tous les journaux, jusqu'aux unes des hebdos. Il pose aux côtés d'autres victimes d'homophobie. Mais en s'exposant dans sa ville, l'IS dérange. Quelques jours après la manifestation, nous le retrouvons près de chez lui, au cœur du quartier le plus sensible de Gennevilliers, la cité du Luth, 10 000 habitants. Terence, t'as garé la voiture? Avec Terence, il prépare une nouvelle action. Comme on me dit tout le temps, je suis pas le bienvenu ici, qu'est-ce que tu fous ici? On veut distribuer des prospectus pour dire nos banlieues ne sont pas des placards et où il y aura notre numéro de ligne d'urgence s'il y a des personnes qui sont eux aussi homosexuels et qui se cachent, quoi. La présence de l'IS et de notre équipe est vite remarquée. Nique ta mère, sale PD. Plusieurs jeunes s'approchent, quasiment tous mineurs. Arrête de filmer, tu restes pas ici, tu restes pas ici. Malheureusement, on a prévu de venir ici, nous. Non, t'as pas de venir ici. Partez, c'est bon, ici, on est pas nos potes. Ce garçon à vélo va vite passer aux menaces. Vas-y, toi, marche, là, vas-y, marche, là. Casse-toi d'ici. Mais l'IS ne se laisse pas impressionner. Non, je vais distribuer les prospectus. Je vais distribuer les prospectus. Mais tu vas pas me fumer. Tu crois que t'es un gay, tu viens ici? Je viens ici. Est-ce que tu sais on est où ici? On est au Luth. Le Luth, c'est où? C'est à Gennevilliers. Gennevilliers, c'est où? C'est en France, Gennevilliers. T'es pas content? Voilà, ici, t'es pas chez toi, ici. Ici, t'es pas chez toi. C'est ça que tu sais pas. Et alors? Ouais, je suis gay, et alors? Et alors? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Ouais, j'ai des couilles, ouais, j'en ai. Une quinzaine de jeunes veulent expulser l'IS du quartier. Énervés par ces mots, et sans doute aussi par notre caméra. Viens ici si je veux. Ils sont malades, les gens. L'ambiance se tend. Nous lui conseillons de partir. Non, l'IS, il y va. Mais il leur tient tête. Il est à cran. Aux insultes, il répond par d'autres insultes. Non, je ferme pas ma gueule. Je ferme pas ma gueule. Mais t'as un cassos dans ton quartier, t'as un cassos. Vous êtes des cassos, c'est ça que vous savez pas. Je viens ici si je veux. Je vais venir 1000 fois. Terence? L'IS ne va-t-il pas trop loin? Nous lui posons la question dans cette rue plus tranquille. C'est pas un peu de la provoque? Non, c'est pas de la provoque parce que si vous voulez, c'est de la provoque pour les homophobes. Pour eux, oui, c'est de la provoque. Pas pour moi. Pas pour moi. Pas pour moi, parce que on a eu des témoignages de personnes qui habitaient au Luth, des personnes homosexuelles qui nous ont dit qu'ils étaient là-bas, qu'ils devaient se cacher. D'autres qui ne se cachent pas, qui se font souvent agresser. Donc on ne peut pas les laisser tomber comme ça. Ils ne sont pas dans une cage. C'est pas une cage. C'est incroyable. L'IS et Terence s'apprêtent à quitter le quartier. Si vous voulez, si on vient et on est... Je fais ce que je veux. Ce que je veux. Les invectives reprennent. Un jeune homme s'approche. Après cette ultime intimidation, tout s'accélère. Hé, tu ne tapes pas, tu ne touches pas, attention. Il frappe l'IS au visage. Hé, tu ne touches pas. Tu ne touches pas. Tu ne touches pas. Tu ne touches Sérieux. Tu ne touches pas. Hé, tu ne touches pas. L'IS a été frappé violemment au nez, au torse et au bassin. Tu ne touches pas. Il vient de faire une crise d'asthme. Il repart de Gennevilliers en état de choc. Terence le conduit à Paris, direction les urgences. On y va. Vu que j'ai fait une crise d'asthme, que c'est assez lourde, j'ai une douleur au poumon. Et j'ai mal au nez parce que j'ai reçu un coup, en fait, il m'a donné un coup de poing. Donc voilà, même si j'ai essayé de pas me laisser faire. Mais ça suffit pas. L'IS déposera plainte à sa sortie de l'hôpital.
Depuis son agression physique, il dort chez des amis à Paris. Il ne veut plus vivre à Gennevilliers. Comme l'IS, d'autres homosexuels quittent leur commune pour échapper au conformisme qui se manifeste parfois dès l'école. Hugo a 16 ans. Il habite en Seine-Saint-Denis. Il a accepté de nous raconter son histoire à condition que nous modifions son apparence. Depuis quelques mois, il est debout aux aurores. Avant, je me levais à 7h pour aller en cours, 7h30. Et maintenant, je me lève à 6h pour être là-bas à 8h sur Paris. Donc ça me rallonge un temps considérable. Jusqu'à peu, Hugo était scolarisé près de chez lui, dans un établissement privé catholique. Il était harcelé par 4 élèves. Alors il a changé de lycée en cours d'année. Il se rend désormais au centre de Paris, à 1 heure de transport. Dans l'anonymat de la capitale, Hugo se sent plus à l'aise qu'en banlieue. En région parisienne, il faut rester dans les codes. Faut être musclé, il faut être un bonhomme. Si on n'a pas les mêmes activités qu'eux, qu'on ne joue pas au foot, qu'on ne va pas jouer à la PS4 quand on rentre chez nous, des trucs comme ça, on est forcément pédé. L'adolescent reste marqué par ce qu'il a vécu comme un calvaire pendant toute son année de 3e. Dès la rentrée, dès les premières semaines, on me demandait si j'étais gay. J'ai dit oui tout de suite parce que pour moi, mes parents étaient au courant, donc j'avais pas du tout à mentir. Et de là, c'était des questions TPD, des insultes. On m'insultait une fois ou 2 fois par semaine. Puis ensuite, ça a été crescendo après 3 fois par semaine, 4 fois, et puis ensuite c'était toute la semaine, tous les jours, chaque heure. Même quand je partais de l'école le week-end, j'étais harcelé sur les réseaux, sur Snapchat. Dès l'âge de 14 ans, Hugo a parlé de son homosexualité à sa mère, qui l'a toujours soutenue. Oui, non, mais Mais le harcèlement qu'il a subi lui a fait perdre confiance. Vas-y. On va prendre un petit café ? Il m'a dit c'est moi le problème. C'est à cause de moi. Si j'étais pas comme ça, si j'étais pas homosexuelle, j'aurais pas ces problèmes-là. Voilà. Qu'est-ce que vous lui avez Et moi, je lui ai répondu non. Le problème, c'est pas toi, c'est les autres. C'est certainement pas toi. De là, j'ai alerté tout de suite l'équipe pédagogique. Je me dis surveiller. Moi, j'avais très très peur pour mon fils. La direction du collège se serait engagée à ne pas reprendre les 4 élèves harceleurs à la rentrée. Mais en septembre, Hugo découvre que 2 d'entre eux sont toujours présents. Il était très très mal, en fait, je l'ai emmené chez le médecin. Et le médecin m'a dit, il est hors de question qu'il retourne dans cet établissement. Là, il n'est pas bien, il faut l'enlever. Et on a eu beaucoup de chance, on s'est orienté vers un lycée qui est dans Paris et qui l'a accepté directement. Donc on a eu vraiment beaucoup de chance. Pourquoi 2 des harceleurs d'Hugo ont-ils été repris à la rentrée? Nous avons appelé le chef d'établissement. Je ne souhaite pas communiquer par rapport à ça, monsieur. Donc, nous avons fait tout ce qu'il fallait. Voilà. Donc, ok. D'accord. Bon. Merci, monsieur. Allez, au revoir. Une fin de non-recevoir pour ne pas entacher la réputation du lycée. D'autres établissements scolaires de banlieue combattent ouvertement l'homophobie. Collège République, à Nanterre, en zone d'éducation prioritaire. Une classe de 4e rencontre 2 bénévoles de l'association SOS Homophobie. Prenez un petit peu d'aise, un tout petit peu quand même. Voilà, encore, reculez-vous. Moi, je m'appelle Jean-Luc. Et moi, c'est Gaëlle. Est-ce que vous savez quelle association on représente? Les gays. Ok, alors c'est pas le nom de notre association. Pendant 2 heures, ces élèves âgés de 13 à 14 ans vont s'exprimer sans tabou sur un sujet qui d'ordinaire les fait sourire. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le cas où... Et ça commence par une histoire. Allez, petite histoire pour nous détendre. Il y a Kevin et Maurice qui sont très copains, très potes. Et puis ils ont décidé que comme ils n'ont pas de classe,
ils vont aller faire un petit tour à la Défense. Ils sont un peu plus que potes, en fait, ils s'aiment beaucoup, quoi. Je dirais même que ils sont peut-être amoureux l'un de l'autre. Alors, Kevin et Maurice, qui sont amoureux l'un de l'autre, mais personne ne le sait au collège. Hein. Personne ne le sait, et puis ils se font un petit bisou. Et puis, il y a une fille du lycée qui est là et qui les voit. Qu'est-ce qu'elle va faire, à votre avis? Elle va filmer. Ouais, tout de suite, le réflexe téléphone. Hein. Elle va le filmer. Ah, et pourquoi elle va faire ça? Pour l'afficher. Pourquoi l'afficher? Quel intérêt? Pour le buzz. Parce que pour faire le buzz. D'accord. Tout le monde va le voir. Lundi, retour à l'école. Qu'est-ce qui va se passer? D'accord. Donc ça, c'est déjà, on va les montrer du doigt. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut encore se passer? Alors, ils vont être... Très vite, des idées reçues s'expriment. C'est dur à dire. Ils ont qu'à choisir d'être hétéros. Ah, ben voilà. Ben voilà, ça tombe bien. Est-ce que tu penses qu'on peut choisir comme ça? Est-ce que vous pensez, vous, que c'est un choix? Bah oui, c'est un choix. Alors, voilà, on va séparer. Les personnes qui pensent que c'est un choix, déjà, que c'est un choix, levez le doigt. 1, 2, hop, ici. Ouais. Alors peut-être qu'on peut vous écouter. Si par exemple moi j'ai envie de devenir gay, je dis je suis gay et je deviens gay. Et si je suis gay et que j'ai envie de devenir hétéro, je suis gay et je dis je deviens hétéro et je suis hétéro. C'est toi tu te contrôles. Je peux pas devenir gay comme ça. Mais non, mais madame. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Ouais. On choisit pas être gay ou lesbienne. On est naturellement. Ouais. Non, on peut pas contrôler. Pourquoi à ton avis? Parce qu'on peut pas contrôler nos sentiments. On peut pas contrôler nos sentiments, ouais. C'est tout. Ouais. Je trouve pas normal qu'un homme aime un autre homme parce que au monde il y a des femmes qui ont été créées pour se reproduire alors que des hommes et des hommes. On peut très bien être homosexuel mais pas être efféminé. Ouais. Ou être lesbienne mais pas être garçon. Ouais. Tu vois, ça c'est ce que Gaël a dit, on appelle ça des clichés. On pense toujours que les gens sont dans des petites cases et qu'ils sont tous faits de la même manière. Et vous voyez que ce n'est pas toujours le cas. D'accord? Okay, merci beaucoup pour votre participation très active. Souvent, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on sème des petites graines. Ben, on espère que ça va germer, ça prendra le temps que ça prendra. Il y en a qui prendront peut-être pas, mais elles prendront chacune. Et voilà, on pense que ça marche, quoi, on y croit. Ce jour-là, ils ont remporté une petite victoire. J'étais contre l'homosexualité, ça, mais maintenant, ça me dérange pas vraiment. C'est vrai? Merci. Ouais. En fait, je pense que c'était par moi, ma religion. Ouais, dans ma religion, en fait, tout ce qui est homosexualité, en fait, ils sont mal vus. Donc, du coup, moi aussi, je pensais que ils peuvent aussi mal les voir, mais en fait, non, pas du tout. En fait, tu t'es rendu compte qu'être assise à côté de moi, ça change rien. Merci. Trop cool. Merci beaucoup à toi. L'association intervient dans 200 établissements chaque année, avec pour seul but de faire accepter la différence. Depuis son agression, l'IS a quitté l'appartement où il vivait avec sa famille. Ça va? Le gel. Il fait super froid. C'est bon. Il cherche à s'installer à Paris. Dans un quartier tranquille, Terence l'accompagne visiter un petit studio. Voilà, c'est sur les petits jeux. Ah, c'est là. Bon, c'est pas mal, sauf qu'elle aurait... Ok. Bah attends. Ça n'a pas été nettoyé, mais... Ah, t'as vu, c'est du parquet. Ouais, c'est bien. Stop Homophobie donne à l'IS un coup de pouce pour payer les premiers mois de loyer. On va tous se cotiser pour l'aider. Dans 2-3 mois, il travaille, donc il va toucher la possibilité de pouvoir lui-même s'assumer. Donc là, on va l'aider pendant 2-3 mois. Voilà. L'IS vient d'être recruté à Paris comme agent commercial à la RATP. Pourquoi vous voulez emménager ici, l'IS? Moi, j'ai pas envie de vivre caché, quoi. Je peux pas. Je veux être moi-même et donc libre de mes mouvements. Et malheureusement, en banlieue, je peux pas être moi-même. Bon, t'as pris les clés? Ouais. Plus que quelques jours avant d'emménager et d'entamer une nouvelle vie, où il pourra, sans crainte, être lui-même, à Paris.
Bonsoir Guillaume Mélanie. Bonsoir. Vous êtes le président d'Urgence Homophobie, une association de défense des homosexuels et plus largement du droit des personnes LGBT. Vous avez vous-même été agressé, c'était en octobre dernier à la sortie d'un restaurant. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Écoutez, on sortait d'un restaurant, on gênait un peu le passage et un jeune homme nous bouscule pour se frayer un chemin. Je se disais au revoir. Et je lui dis, quand même, doucement. Et puis là, j'avais pas à dire ça. Il m'a dit, écoute, toi, tu te tais, t'es qu'un PD, tu suces des bites, t'as rien à dire. Et bim, un énorme coup de poing, je suis tombé. Heureusement, un de mes amis l'a arrêté. Il est parti sous une pluie d'insultes dont je vous épargnerai. Ouais. Clairement homophobe et tout concentré dans ce sujet. Et voilà, le nez est cassé. Voilà, ouais. Voilà, on voit la photo de votre agression. On est très franchement stupéfait par l'ultra-violence de ces agressions physiques. Mais pour vous, c'est essentiel. Il faut absolument montrer ces photos. Mais oui, pour qu'on se rende compte que ça existe vraiment, que ce n'est pas un fantasme, c'est pas quelque chose qu'on met en avant pour se faire remarquer, c'est quelque chose qui nous arrive, qui est injuste et qui est encore trop fréquent partout. Vous avez porté plainte. Oui. Vous avez des nouvelles de la police? Non. Pas du tout. Ils ont ouvert une enquête, évidemment, etc. Après, mon agression a été particulièrement médiatisée, parce qu'il se trouve qu'en plus, je suis président d'une association LGBT, donc il a mal choisi sa victime, parce qu'effectivement, du coup, ça a fait double bruit, si j'ose dire. Mais on n'a pas réussi à retrouver mon agresseur. Alors, on vient de le voir dans notre reportage avec le combat de l'IS. C'est encore plus dur dans certains quartiers, dans certaines cités. Vous le constatez, j'imagine, avec votre association, parce que vous leur venez en aide. Et ils sont rares, les l'IS, à oser tout simplement revendiquer leur vie, non? Ah oui, ils sont très rares. C'est pour ça qu'ils forcent le respect. L'IS, vraiment, ce reportage me bouleverse. Et j'imagine, je ne suis pas le seul devant ma télé, j'en avais les larmes aux yeux. Je sais tout ce qu'il vit, puisqu'on est très amis maintenant, on travaille ensemble. Depuis 2 ans, je crois. Depuis 2 ans, quasiment 2 ans maintenant. Mais de voir les choses, de les voir comme ça, c'est dur. C'est dur de voir que juste pour son orientation amoureuse, il peut être traité de la sorte, quoi. Je devrais être habitué et je suis toujours pas habitué. L'homophobie s'exprime aussi violemment et même extrêmement violemment parfois sur les réseaux sociaux. Tout le monde connaît Bilal Hassani, il a 19 ans. Il représentera la France au prochain concours de l'Eurovision. Et c'est un torrent d'insultes sur les réseaux sociaux, insultes homophobes, menaces de mort qui lui tombent dessus. Vous avez décidé de porter plainte au nom de votre association. Et avec Bilal, avec le concours de Bilal et surtout avec Stop Homophobie, qu'on voit dans le reportage beaucoup avec Terence, qui fait un travail de recensement de tous les tweets ou les posts qui peuvent être injurieux, blessants, dégradants, enfin, tout ce qu'on peut connaître homophobe. Et menaces de mort, il faut le dire. Et menaces de mort, ça n'arrête pas, mais il a eu, juste après son élection, je crois que c'était un post toutes les 6 secondes qui était menaçant ou bien insultant. Mais heureusement, il y a aussi tout un torrent d'amour de l'autre côté, heureusement, mais pour cette frange-là qui existe aussi de déversement de haine, on a décidé de ne plus laisser passer. Le ménage n'est pas fait sur les réseaux sociaux. Le ménage n'est pas fait, il y a un vrai problème de modération. On en parlait il y a quelques jours, on était invités avec Stop Homophobie dans le cabinet de M. Mounir Majoubi, le ministre, et avec Marlène Schiappa. Il y a des solutions à trouver vite, on le voit. J'espère que Mounir nous regarde, je pense, et il faut qu'on accélère. Mounir Majoubi, le ministre, on s'appelle par nos prénoms, parce qu'on a la chance d'avoir au moins des ministres qui sont abordables. Maintenant, il faut qu'ils puissent être effectifs. Alors, on parle du gouvernement, justement, il affiche sa détermination à lutter contre l'homophobie, notamment, on l'a vu avec la campagne qui a été lancée dans les collèges, dans les lycées la semaine dernière. Il y a aussi des mesures qui ont été annoncées sur la formation des policiers, des enseignants, des magistrats. Est-ce que pour vous, tout ça, c'est suffisant ou est-ce que c'est juste des intentions qui sont affichées? Ce sont pour l'instant des intentions qui ne sont pas négligeables, qu'il faut féliciter tout de même, puisqu'elles n'existaient pas avant. Après, j'en parlais avec Hugo, qui est dans le petit jeune, qui est dans le reportage, que nous accompagnons aussi, avec l'aide du refuge aussi, qu'il a accompagné au début. Donc celui qui a dû changer de lycée. Et j'en parlais aussi avec Bilal, qui est très jeune aussi, donc il sort de sa scolarité. Et il me disait, c'est pas en affichant ce genre d'affiche que les mentalités vont changer. Ça suffit pas. Ça suffira pas. Alors, il faut saluer quand même l'initiative, mais moi, je préfère saluer le travail de l'autre association qui s'appelle SOS Homophobie. Alors, il y a Stop Homophobie, SOS Homophobie, Urgence Homophobie, on facilite pas la tâche de tout le monde. Mais SOS Homophobie fait un travail remarquable
dans les lycées, dans les collèges. On voit d'ailleurs un atelier dans votre reportage et ça m'a mis les larmes aux yeux tellement c'est intelligent. C'est comme ça que les choses changeront. C'est en allant dans chaque école, dans chaque collège, en expliquant à chaque enfant qu'il a le droit d'être amoureux d'une petite fille ou d'un petit garçon, selon son âge évidemment, ou d'un jeune garçon ou de jeune fille. C'est là que tout se joue. C'est là, Moi d'ailleurs, je vais essayer de commencer. Je vais aller me faire former, moi, d'urgence homophobie. Je vais demander à aller me faire former chez SOS Homophobie parce qu'ils font des formations. Donc n'hésitez pas à les appeler si vous avez envie, vous, d'aller expliquer votre histoire dans les lycées, dans les collèges pour faire changer ça. Je pense que c'est vraiment là. Et Jean-Michel Blanquer est le grand absent du gouvernement sur ces sujets-là. Peut-être nous écoute-t-il ce soir. J'espère. Merci à vous, Guillaume Mélanie. Merci. Quand votre enfant a de la fièvre, une douleur ou une blessure, aucune hésitation, vous lui donnez un médicament ou vous allez chez le médecin, cela va de soi, direz-vous. Eh bien, on vous emmène ce soir dans une communauté qui refuse catégoriquement ce genre de traitement. Aux États-Unis, les membres de l'Église des disciples du Christ ne jurent que par la prière pour soigner leurs enfants, quelle que soit la gravité de leur maladie. Résultat, un taux de mortalité infantile effarant, mais dans certains États comme l'Idaho, ces familles ne sont jamais poursuivies en justice. Elles sont même protégées par la loi en vertu de la liberté religieuse. Au nom de la foi, les enfants sacrifiés. Le reportage est signé Christian Autin, Pauline Juvigny et Nils Montel. C'est un cimetière perdu au milieu d'une vallée reculée. Linda Martin le connaît bien. Elle y vient une fois par an avec son neveu Willy. Et ce qu'il cherche, ce sont de nouvelles tombes, des tombes d'enfants. Il y en a certaines qui ont de nouvelles pierres tombales, qui n'étaient pas là la dernière fois. Tous ces enfants sont morts à l'âge de quelques jours, quelques mois ou quelques années. D'où vient cette hécatombe? Linda Martin connaît la cause du décès de chacun d'entre eux. Pamela avait 16 ans et est morte de pneumonie. Voici Preston. Il avait 2 ans. Celui-là avait environ 4 jours. Voici Emerson Joe. C'est celui qui est mort à cause d'un problème de convulsion qui n'a jamais été soigné. Il avait 3 ans. Linda Martin a commencé depuis plusieurs années un travail de recensement pour que ses enfants ne tombent pas dans l'oubli. Sur les 620 tombes de ce cimetière, plus de 210 sont des enfants. Le taux de mortalité infantile est 30 fois supérieur au reste du pays. Ça va de l'intoxication alimentaire à la pneumonie. Il y a du diabète, des infections, de simples rhumes. Toutes sortes de choses dont un enfant ne devrait pas mourir. Le cimetière appartient à l'une des communautés religieuses les plus secrètes des États-Unis, l'Église des disciples du Christ. Ces enfants sont morts parce que leurs parents rejettent la médecine ou tout recours aux médicaments. Ces croyants pratiquent ce qu'ils appellent la guérison par la prière. La loi les y autorise au nom de la liberté religieuse. Depuis la conquête de l'Ouest, l'Idaho a toujours été un refuge pour les groupes les plus extrémistes, les communautés les plus marginales. Les disciples du Christ se sont installés ici il y a plus d'1 siècle. Ils ne se mélangent pas au reste de la population. Nous sommes allés à leur rencontre devant l'une de leurs églises. Un bâtiment anonyme, sans croix ni signe particulier. Rien ne distingue ces pratiquants, hormis les jupes longues des jeunes filles. Chaque dimanche, ils se retrouvent pour l'office, avec leurs enfants, pour la plupart scolarisés à la maison.
Bonjour monsieur, je peux vous poser une question? Méfiants, ces fidèles ne se laissent pas facilement approcher. Puis-je vous parler? Nous sommes de la télévision française. Non. Vous ne voulez pas répondre? Non. Finalement, 2 d'entre eux ont bien voulu nous parler. Je voudrais vous poser des questions sur les règles de votre église. Est-ce que vous pratiquez la guérison par la prière? Je pense que c'est Dieu qui guérit. Moi, je ne pratique rien. C'est Dieu qui guérit. Mais vous allez chez le docteur? Non, je vais pas chez le docteur. Avez-vous déjà pris de l'aspirine? Non, je n'en ai jamais pris. Pas de médicaments? Non. Et vos enfants, ils sont parfois malades? Oui, des fois, ils peuvent avoir un rhume. Et comment vous les soignez? Non, je les soigne pas, je vous l'ai dit. Je prie pour eux. C'est votre façon d'être? C'est la façon dont j'ai été élevé. C'est comme ça, c'est quelque chose qui est au fond de moi, je sais pas. Bonjour monsieur, est-ce que vous allez chez le médecin? Non. Pourquoi? Parce que je crois en notre Seigneur Jésus-Christ. Et si vous n'allez pas chez le médecin, comment ça se passe? Je n'ai pas envie d'avoir cette discussion avec vous. Je pense vraiment que vous n'êtes pas capable de comprendre. La Bible dit que chaque homme se lève ou tombe devant son propre maître. Et votre opinion sur ce que je fais ou je ne fais pas n'a rien à voir avec cela. Le Seigneur est plus grand que tout. Et la raison pour laquelle je suis ici, sur terre, c'est pour le servir. L'Église n'a pas de porte-parole, pas de hiérarchie, juste des doyens qui n'ont pas donné suite à nos demandes d'interview. Pour avoir des témoignages sur la vie de l'Église, il faut s'adresser à d'anciens fidèles. Comme Linda Martin. Elle a été membre des Disciples du Christ avant de les quitter à l'âge de 20 ans. Ses souvenirs, elle les conserve dans ce qu'elle appelle le livre des morts. Des enfants et des adultes qu'elle a vus mourir quand elle était petite. La mort est omniprésente dans cette église. Elle est l'aboutissement de la vie terrestre et va leur ouvrir les portes du paradis. Cela a commencé quand j'étais toute petite. Ma mère m'emmenait aux enterrements. Comme le cercueil était en hauteur, elle me soulevait par les bras parce que je n'étais pas assez grande pour voir à l'intérieur. Il fallait que je voie les gens morts. Je redoutais toujours les coups de téléphone au milieu de la nuit, car cela signifiait que quelqu'un était en train de mourir. Une fois, je me souviens d'une femme gravement brûlée dans l'incendie d'une maison. Je devais avoir 4 ou 5 ans, et cette femme couverte de cloques de la tête aux pieds hurlait de douleur. Pour moi, petite fille qui regardait tout cela, ce sont des images que vous ne pouvez pas oublier. En cas de maladie ou de blessure, il n'y a qu'un seul traitement autorisé. Si vous étiez malade, la seule chose qu'il faisait, c'était de vous mettre de l'huile sur la tête, ou là où ça faisait mal. Ensuite, il priait après vous avoir donné une gorgée de vin. Et si ça ne vous guérissait pas, vous mouriez. Pendant des années, Linda Martin a gardé le silence. Dans ce classeur, les rapports d'autopsie d'enfants qui prouvent qu'ils sont morts de maladies curables. Des crimes impunis selon elle. Quand vous êtes assis à regarder un enfant en train de mourir, qui s'étouffe, et que vous ne faites rien, comment ne pas dire que c'est un meurtre? Ils tuent ces enfants par négligence. Ils tuent ces enfants parce qu'ils n'appellent jamais les secours. Selon moi, c'est un meurtre pur et simple. Linda Martin n'est pas la seule à condamner ces pratiques d'un autre âge. Nous avons rencontré un autre ancien membre des Disciples du Christ. Il a coupé tout lien avec sa famille depuis 28 ans. Il s'appelle Brian Hoyt.
Enfant, il a enduré les pires souffrances, faute d'avoir été correctement soigné. Il nous emmène sur les lieux où il a grandi. Avant, c'était la campagne avec des champs, des vaches dans notre jardin. En dehors de la religion, nous étions, en apparence, des gens normaux. En apparence seulement. Interdit d'avoir des amis extérieurs à la communauté, Brian se sentait prisonnier. J'ai grandi dans un milieu très modeste. C'est un quartier plutôt pauvre. C'est juste pour vous donner une idée de la façon dont on était sous surveillance. On vivait sur cette parcelle vide. On avait de la famille tout autour. Et on avait une tante qui vit toujours à cet endroit d'ailleurs. Et tous les gens qui vivaient là étaient membres de l'église. Et donc vous ne pouviez littéralement pas sortir sans être vu. Vous étiez toujours sous surveillance. Vous ne pouviez pas échapper à leur emprise. Aucune sortie, sauf pour aller assister au culte. Tous les dimanches, sa mère et son beau-père l'emmenaient dans cette église. Un rituel que le petit garçon redoutait. L'extérieur n'a pas changé. L'entrée principale, c'est cette porte blanche. Je devais rentrer par là, avant de m'asseoir tranquillement sans faire aucun bruit, et surtout, ne pas mal me conduire. Revenir à cet endroit est encore aujourd'hui une épreuve. Durant l'office religieux, le jeune Brian devait se tenir sans parler ni bouger pour respecter ce moment sacré. Au moindre écart, son beau-père venait le punir. Je détestais l'idée d'aller à la messe parce que je savais que mes genoux allaient trembler et se tordre. J'allais être jeté dehors pour recevoir des coups de pied au cul. Je devais retourner m'asseoir sur les bancs en bois, sans coussin, avec mes fesses qui me faisaient mal et les jambes qui tremblaient. Et je devais me baisser, me tenir les genoux pour être sûr qu'ils ne bougent plus. Vous aviez peur ? Oui, je savais que j'allais être battu à chaque fois. C'était à cause de ma mauvaise conduite. Avec quoi vous étiez frappé ? Avec tout ce qui était disponible. Une batte, une branche, une ceinture, à main nue, tout ce qui lui tombait sous la main. Sors d'ici, baisse ton pantalon que je te botte le derrière, et maintenant rentre. Pleure pas, bouge plus, dis rien, et tu ne seras pas battu à nouveau. Jusqu'à l'adolescence, Brian Hoyt subit les sévices de son beau-père avant de s'enfuir. Mais un épisode très douloureux continue de le hanter. Alors qu'il est au collège, le jeune garçon de 13 ans se blesse au pied lors d'un entraînement sportif. Incapable de marcher, il est ramené à la maison par sa mère. C'est le début d'un long calvaire. Ma mère a appelé les doyens qui sont venus tout de suite. Ma jambe était trop enflée pour qu'on puisse retirer mon pantalon et ma chaussure. Ils n'ont pas pu mettre de l'huile dessus, mais ils m'ont fait boire une gorgée de vin. Ils ont commencé à prier. Il y en avait 5 ou 6 autour de moi, avec mon beau-père Rick. Et ils se sont penchés sur moi en chuchotant des prières comme ça. Et on m'a dit que j'étais guéri et que je devais me lever, qu'il fallait que je marche parce que c'était une entorse à la cheville selon eux. Je me suis levé, j'ai fait un pas et je me suis évanoui. Quand j'ai repris connaissance, ils m'ont traité de pédé en disant que j'étais une chochotte, en me demandant pourquoi je ne laissais pas Dieu me guérir. Ça a duré 2 semaines, jusqu'à ce que l'école dise que j'allais être renvoyé si je n'allais pas voir un médecin. Donc on m'a envoyé chez le médecin. Le médecin diagnostique non pas une entorse, mais une double fracture de la cheville et pose un plâtre provisoire. Comme c'était infecté, on m'a prescrit des médicaments, des antibiotiques, des antidouleurs. Mais une fois rentré à la maison, mes parents ont tout jeté dans les toilettes. Ensuite, mon beau-père est revenu avec une scie circulaire, et pendant que les anciens me tenaient par les épaules, il a coupé le plâtre tout au long de ma jambe.
Ça m'a brûlé parce que la lame passait très près de ma peau. Selon eux, tout ce qui m'est arrivé était voulu par Dieu. Mes souffrances et le fait que je n'ai pas réussi à guérir étaient dus à mon manque de foi. C'était ma punition. Depuis, Brian a toujours mal à la cheville. Et les souvenirs de cette enfance le réveillent encore certaines nuits. La plupart des membres de cette église vivent regroupés dans le comté de Canyon, un territoire agricole placé sous la juridiction du shérif Kirian Donahue. En l'absence de données officielles, le shérif estime que les disciples du Christ seraient environ 2500 en Idaho. Disons une vie simple. Quelques-uns travaillent dans l'industrie, mais pour la majorité, ils sont dans l'agriculture. Ce sont des familles extrêmement fermées, comme le sont tous les membres de cette église. Ils s'occupent de leurs affaires et n'aiment pas la façon de vivre du reste de la population. Les disciples évitent tout contact avec les services du shérif, même pour signaler d'éventuels vols ou accidents dont ils seraient victimes. Leur religion est vraiment ce qui régule leur façon de vivre. Ils ne veulent pas être impliqués avec les forces de l'ordre pour quelque motif que ce soit. Si quelque chose d'anormal se passe au sein de leur église, cela va rester au sein de leur église. Beaucoup d'entre eux ne veulent pas passer leur permis de conduire, ils n'ont pas de certificat de naissance, ils n'ont pas de pièce d'identité comme les gens normaux parce qu'ils rejettent toute intrusion du gouvernement dans leurs affaires. Ce qui, selon moi, n'est pas une intrusion, mais à leurs yeux, c'est comme ça qu'ils le voient. Ils ne veulent avoir affaire ni au gouvernement et encore moins à la police. Ce rejet des institutions heurte profondément le shérif Donahue. Lorsque leurs enfants sont en danger, les membres de cette communauté n'appellent ni les secours ni la police. Ce gardien de la loi estime être empêché de remplir sa mission. En tant que shérif, j'ai le sentiment que je ne suis pas en mesure de protéger ces enfants. Les plus vulnérables de notre société, je ne peux pas avoir accès à eux. Ça me préoccupe vraiment parce que je suis chargé de faire respecter la loi dans le comté. Je dois assumer cette charge. C'est mon devoir. J'ai fait le serment de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour protéger ces enfants. Selon lui, la loi est injuste. Ses parents devraient être poursuivis lorsqu'ils sont coupables de négligence envers leurs enfants. Je pense qu'une loi a été créée spécialement pour une petite minorité. Et c'est cette loi derrière laquelle ils se cachent. Et c'est injuste pour le reste de la société. N'importe quel autre citoyen de ma juridiction qui néglige son enfant ira devant les tribunaux pour négligence. Et il finira en prison pour ça. Mais pour ces mêmes faits, ces gens-là ne seront pas poursuivis. C'est ridicule. C'est absurde. Le shérif dénonce un article bien précis de la loi sur la protection de l'enfance. C'est le Parlement de l'Idaho qui l'a voté au début des années 70. Cette loi ne s'applique qu'à l'intérieur des frontières de cet État. L'article incriminé figure dans le chapitre consacré aux enfants et aux personnes vulnérables. 3 lignes en bas de page. La pratique par un parent ou un tuteur de soigner son enfant uniquement par la prière ou des moyens spirituels ne constitue pas une violation de la protection due à cet enfant. En clair, la guérison uniquement par la prière n'est pas un crime. Depuis 2014, des associations réclament l'abrogation de ces quelques lignes. La dernière manifestation a eu lieu il y a tout juste 1 an. Les manifestants ont transporté symboliquement 183 cercueils d'enfants à travers les rues de la capitale de l'Idaho. 183, c'est le nombre d'enfants morts depuis le vote de la loi. Ces faux cercueils ont été déposés sur les marches du Capitole. Cela dure depuis beaucoup trop longtemps. Et on vient juste d'apprendre qu'un autre enfant est mort la nuit dernière.
Face à cette mobilisation, une commission d'enquête parlementaire a été créée en 2016. Elle a auditionné tous les protagonistes de ce dossier. Linda Martin ainsi que Brian Hoyt ont témoigné. Que penser d'un État comme l'Idaho qui donne carte blanche à une petite minorité religieuse pour tuer ses enfants? Pour la première fois, l'un des doyens de l'Église, Dan Seavey, s'est exprimé publiquement. Pendant près d'1 heure, cet agriculteur a défendu sa doctrine religieuse. Nous croyons que la pharmacie et la médecine sont des produits de Satan. Certains disent que c'est rétrograde de reconnaître notre pratique, la guérison par la foi. Moi, je dis au contraire que c'est progressiste, parce qu'il y a plusieurs possibilités de traitement, et pas seulement les pratiques médicales reconnues par l'État. On va devoir à nouveau se battre pour notre liberté, puisqu'ils veulent nous retirer cette liberté de nous soigner nous-mêmes. Le travail de cette commission n'a débouché sur rien. La loi contestée est toujours en place dans cet État, l'un des plus conservateurs des États-Unis. Les républicains détiennent 80% des sièges. En décembre dernier, les parlementaires tout juste réélus ont prêté serment au nom de Dieu. Nous vous prions, Seigneur, de venir en aide à notre gouverneur qui prendra ses fonctions le mois prochain. Nous le faisons humblement et avec confiance, au nom de celui qui est venu nous servir, votre Fils Jésus-Christ. La religion est une valeur partagée par tous ses élus sans exception. Pour les républicains, l'abrogation de cet article de loi n'est pas d'actualité. Les plus conservateurs affichent une détermination sans faille. Parmi eux, Lee Hyder, sénateur depuis 2010, et membre de la commission sur la santé. C'est un farouche défenseur de la liberté religieuse. Ces gens-là, que vous soyez ou non d'accord avec eux, ils ont tous le droit de vénérer leur Dieu de la façon dont ils le souhaitent. Ça, c'est le point fondamental. Mais il s'agit de mort d'enfants. Il s'agit aussi de liberté religieuse. Et ils aiment leurs enfants autant que vous aimez les vôtres, ou moi les miens. Mais ces parents seraient poursuivis pour meurtre ou maltraitance dans d'autres États. Eh bien, c'est sans doute pour ça qu'ils vivent en Idaho. Voici la plus fidèle alliée des disciples du Christ, la sénatrice Patty Lodge, élue depuis 18 ans. Elle serait même leur porte-parole, selon certains détracteurs. Catholique pratiquante, elle s'insurge contre les attaques dont seraient victimes ses protégés. Ces gens ont été criminalisés alors qu'ils s'occupent de leurs enfants. Ils ne veulent simplement pas qu'on expérimente des choses sur eux. Ils croient que leur devoir de parents est d'assurer que leurs enfants aillent au paradis. Une vie beaucoup plus longue que celle sur Terre. Vous ne vous sentez pas désolé du fait que ces enfants auraient pu être sauvés? Ce n'est pas ma décision parce que ce ne sont pas mes enfants. Mais vous pourriez éviter cela. Mais alors pourquoi n'allez-vous pas là-bas vous en occuper? Vous dites nous. Mais vous pouvez changer la loi. Je ne pense pas que cela arrivera. Pourquoi? En tant que législateur, j'essaie de faire en sorte que les choses restent équitables pour tout le monde. Vous ne pouvez pas attendre de moi d'y aller par la force. En votant une loi, vous allez envoyer en prison des parents qui ont 11 enfants et vous allez priver ces enfants de leurs parents. Vous croyez que c'est juste? L'Idaho est l'un des derniers États à protéger cette communauté religieuse. Les disciples du Christ vivent aussi dans l'État voisin de l'Oregon. Une loi similaire les protégeait jusqu'à ce que la majorité démocrate du Parlement local abroge le texte en 2011. Depuis, dans l'Oregon, 5 enfants sont morts faute de soins et leurs parents ont tous été condamnés à des peines d'emprisonnement. La dernière victime est la petite Jennifer, morte en mars 2017. Juste après l'accouchement, le bébé a agonisé pendant 4 heures dans les bras de son père, qui n'a pas appelé les secours. Travis et Sarah Mitchell, ses parents âgés de 22 et 21 ans, ont été inculpés pour meurtre. Ils encouraient 25 ans de prison. Durant les audiences, ils n'ont manifesté aucun regret.
Brian Brock est le procureur qui a instruit cette affaire. Pour éviter de nouveaux drames similaires, il a pris une initiative inédite. En échange d'une réduction de peine, il a convaincu les 2 accusés de signer cette déclaration devant le tribunal. Nous aurions dû avoir recours à des soins médicaux pour notre enfant, et tous les membres de l'Église devraient toujours y recourir. Sur le document, il y a une 3e signature, celle de l'un des leaders des disciples du Christ qui approuve cette déclaration. C'était important à nos yeux, car le fait que celui qui est perçu comme le leader de la communauté endosse cette déclaration, cela avait une résonance bien plus importante que la seule déclaration des 2 accusés dans cette affaire. Selon le jugement, le document devait être affiché à l'intérieur de l'Église pour être lu par un maximum de fidèles. Mais le procureur ignore si cet ordre a bien été suivi. L'idée depuis le début, ce n'est pas de leur demander d'abandonner leur croyance ou de renoncer à leur foi. Nous avons seulement demandé qu'en plus des prières, qui peut-être ont un certain effet positif, ils appellent les urgences. Donc la devise, c'est appeler d'abord les urgences et ensuite prier, prier, prier. Cela peut-il avoir un impact sur le reste de la communauté? Je pense, et j'espère que oui. Si cela ne marche pas, on n'a plus d'autre option. Je pense que c'est la meilleure solution qu'on ait pu trouver, et je suis très optimiste sur le fait que cela aura un impact. En juillet dernier, Travis et Sarah Mitchell ont été condamnés à 8 ans de prison pour homicide par négligence. Depuis, aucun nouveau cas n'a été relevé en Oregon. Pendant ce temps, en Idaho, la loi n'est pas près de changer. Des enfants continuent de mourir, faute de recevoir les soins qui pourraient les sauver. C'est la fin de ce nouveau numéro d'Envoyé spécial. Vos réactions, vos commentaires, c'est dès à présent sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et tout de suite, c'est Complément d'enquête avec vous, Jacques Cardoz.